bienvenue à tous et toutes à ce Midi Recherche qui est organisé par le Laboratoire de recherche sur les publics de la culture. Mon nom est Marie-Claude Lapointe, je suis professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières et ça me fait très plaisir de vous accueillir. Je suis aussi co-directrice pour encore quelques jours du Laboratoire de recherche sur les publics de la culture avec ma collègue Marie-Claude Larouche, qui, elle, assume la direction du laboratoire. Aujourd'hui, je vais céder ma place pour l'animation à Mme Roxane Larrivée. Roxane Larrivée est finissante au baccalauréat en études françaises, profil études littéraires et débutera sa maîtrise en lettres à l'automne prochain. Et la raison pour laquelle c'est Roxane qui animera la séance aujourd'hui, c'est que Roxane va devenir la nouvelle coordonnatrice du laboratoire de recherche sur la public de la culture. Ça fait une année déjà qu'elle travaille au laboratoire et qu'elle est formée par Camille Saint-Georges qui a assumé cette responsabilité-là pendant longtemps aussi. Et elle a été supervisée aussi, Roxane, par Marie-Claude Larouche. Donc, puis elle a participé en tant qu'auxiliaire de recherche pour la mise en œuvre de la nouvelle politique sur les arts et la citoyenneté culturelle à l'UQTR. Et je voudrais profiter de cette tribune pour remercier sincèrement et très chaleureusement Camille Saint-Georges, qui a été coordonnatrice au laboratoire, comme je le disais, pendant un bon moment, qui a participé à beaucoup de projets de recherche, toujours avec un professionnalisme, un souci du détail et une rigueur qui mérite d'être soulignée, toujours dans la bonne humeur. Camille est une personne très proactive et sur laquelle on peut compter, donc, on est heureuse d'avoir pu collaborer avec toi. On est désolé que tu quittes et on comprend que d'autres projets t'appellent aussi, mais on est quand même heureux aussi d'accueillir Roxane. Donc, ben voilà, je tenais à souligner ton passage fort remarqué, Camille, et ton arrivée à toi, Roxane. Donc, sans plus tarder, Roxane, je te cède les rênes du Midi Recherche. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette 12e édition du Midi Recherche organisée par le Laboratoire de recherche sur les publics de la culture. Je remercie tous nos participants aujourd'hui d'avoir accepté de se prêter au jeu du Midi Recherche, qui est une formule assez rapide pour prendre connaissance de vos travaux. Donc, on les présente vraiment environ en 10 minutes. Puis ensuite, il y a une période d'interaction, questions-commentaires d'environ 5 minutes. Donc, ça passe très vite. Je vous demande de respecter les temps demandés. Je vous indiquerai dans la zone clavardage lorsqu'il sera possible, lorsqu'il vous restera une minute pour présenter environ pour conclure. Donc, au niveau du plan de match de la rencontre à l'écran, on va commencer par Claudie Saunier de l'Institut national de recherche scientifique qui va nous parler sur l'influence des publics en ligne dans les processus d'attribution de reconnaissance artistique. Ensuite, on passera à Léla Mostefa-Kara de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui va nous présenter son travail Le corps au cœur du voyage. Et finalement, Camille Saint-Georges de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui nous présentera les 7 jours de Simon Labrosse, les effets des personnages. Les personnages créateurs sur les publics théâtraux. Oui. Okay. Donc, sans plus tarder, je vous présente Claudie Saunier. Claudie Saunier est professionnelle des communications numériques depuis 11 ans et nouvellement chargée de cours au département des communications sociales et publiques de l'UQAM. Elle a touché à tous les aspects de la diffusion de la culture en ligne, d'abord collaboratrice au contenu publicitaire web, puis rédactrice en chef d'un populaire site d'actualité culturelle. Elle s'est longtemps consacrée à la promotion des créateurs et des œuvres de chez nous. Après avoir occupé le poste de chargée de projet web chez un important producteur télévisuel québécois pendant 5 ans, elle se concentre aujourd'hui sur l'étude de la présence socio-numérique des artistes en art visuel. Par cette démarche académique, elle souhaite mettre en lumière les enjeux et transformations encourus par le numérique sur le milieu de l'art actuel, ainsi que sur les nouveaux rôles et stratégies de visibilité adoptées par les artistes. Merci beaucoup pour cette présentation-là. Je veux savoir, est-ce que je partage mon écran, j'imagine, pour montrer Oui. ma présentation? Parfait. Je vais juste... Ah, les partages d'écran ne sont pas autorisés. Ça devrait l'être. Voilà. Juste un petit instant. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, parfait, merci. Parfait, super.
Donc aujourd'hui, je vous présente un court sommaire de mon projet de thèse, en fait, qui est un projet qui est en cours, un projet de thèse que je dois déposer dans 2 semaines. Donc, vos commentaires vont être vraiment les bienvenus dans ce cas-ci. J'ai intitulé ma présentation Les influences des publics en ligne dans les processus d'attribution de la reconnaissance artistique. C'est important pour moi de commencer à vous présenter ce projet de thèse-là dans le cadre d'un plus long cheminement académique, en fait. C'est-à-dire que la genèse de ce projet-là, c'est venu avant même que je m'inscrive à la maîtrise en communication. Maîtrise en communication qui a donné le mémoire intitulé « Visibilité socio-numérique des artistes d'art actuel, le cas des membres du regroupement des artistes en art visuel du Québec ». Qui m'a amené à constater plusieurs choses. D'abord, que la présence socio-numérique des membres professionnels du RAV sont très diversifiées, qui s'inscrivent un peu comme des signatures, en fait. Donc, chaque artiste a vraiment une présence socio-numérique distincte des autres. Ce qui m'a amené aussi à constater à quel point une présence socio-numérique auprès des artistes en art visuel en particulier, c'est une décision qui relève davantage de l'individu artiste que du collectif. Puis, le dernier constat qui m'a vraiment amené à proposer le projet de mémoire que je vais vous présenter tout de suite, c'est que la décision d'entretenir une présence socio-numérique pour les artistes en art visuel, c'est influencé par 2 dynamiques qui sont un peu paradoxales, c'est-à-dire qu'on peut être à la recherche d'une visibilité grand public, qui peut favoriser justement une certaine visibilité auprès de dynamiques médiatiques et marchandes, mais ça peut aussi défavoriser le processus artistique dans le contexte où un artiste peut rechercher une reconnaissance qui est plus conventionnelle ou traditionnelle ou institutionnelle. Il y a plusieurs manières de le formuler. Donc, ça influence les dynamiques de légitimité en contexte de justement ces institutions-là. C'est donc sur ce dernier constat-là que se concentre mon projet de thèse. Le sujet de ce projet de thèse-là, c'est le processus d'attribution de la reconnaissance des artistes en art visuel à l'ère des médias sociaux numériques. Et comme je viens de le souligner, en fait, c'est que ce projet de thèse-là est basé sur plusieurs enjeux. Le premier, c'est l'affaiblissement des barrières entre le grand public et la haute culture. Que j'ai placé entre guillemets, vu une synthèse de littérature qui nous a amené à constater qu'en fait, bon, la haute culture, c'est un concept qui existe dans la théorie de la légitimité de ce célèbre Pierre Bourdieu. Ceci étant dit, c'est peut-être plus quelque chose qui est aussi d'actualité aujourd'hui, cette question de haute culture-là. Ensuite, ça propose un accueil de cet affaiblissement-là du côté des acteurs de la production. Donc, je parle justement des artistes, fournisseurs, collaborateurs, tout ça, parce que ça présente un nouvel espace au potentiel de reconnaissance. Puis ça propose aussi un accueil de cet affaiblissement-là du côté des acteurs de l'intermédiation. Donc, il y a une double réception, une réception du côté des producteurs, puis une réception du côté des experts, je dirais, où à cette échelle-là, il y a un défi d'adaptation à observer. Puis, ça souligne en fait que ça implique différents groupes d'acteurs qui défendent des intérêts qui sont vraiment variés puis qui ne sont pas nécessairement toujours compatibles. Donc, tel qu'expliqué précédemment, c'est un projet de thèse qui se déploie sur 2 axes principaux, des enjeux communicationnels et technologiques, puis des enjeux artistiques et culturels. Ma question de recherche est la suivante. Comment la présence socio-numérique des artistes en art visuel vient-elle transformer les dynamiques relationnelles sur lesquelles reposent les conventions à l'origine de la reconnaissance de l'artiste contemporain? J'ai articulé ce projet de thèse-là et cette question de recherche autour de 3 concepts principaux. Le premier étant la présence socio-numérique, ensuite les dynamiques relationnelles, puis la reconnaissance de l'artiste. C'est important de souligner d'abord que quand je parle de présence socio-numérique, c'est un peu un bricolage théorique entre le concept de présence sociale et le concept de médias socio-numériques. Juste un petit instant, je vais juste m'avancer dans mes notes pour être sûr que je n'oublie rien. Ici. Donc, c'est ça, le concept de présence sociale, c'est une présence qui est, qu'on dit, médiatisée, en fait. Donc, c'est la reconstitution d'une interaction humaine, d'un contact entre 2 individus humains, mais par voie d'interface médiatique. Ici, je l'ai conjoint avec le concept de médias socio-numériques, évidemment, puis vous allez voir un peu plus loin que comme j'articule mon projet autour d'une méthodologie de réseau social, je voulais éviter d'utiliser le terme réseaux sociaux pour éviter certaines confusions, donc j'ai utilisé le terme médias socio-numériques. Maintenant, le concept de dynamique relationnelle, on s'attarde à l'émergence de liens et leur articulation entre eux, entre les acteurs, en fait, avec les autres niveaux du monde social. Donc, dans ce cas-ci, on va s'attarder au contact entre les artistes puis les intermédiaires, mais comment ce contact-là vient peut-être transformer les structures qui chapeautent, disons, ces relations-là. Puis finalement, reconnaissance artistique, évidemment, c'est un peu un concept qui est flou, c'est un concept qui est dans la littérature beaucoup, je dirais,
interchanger avec le concept de légitimité. Cependant, il y a définitivement une différence si on s'attarde à la vision présentée par la sociologie de l'évaluation et de l'évaluation. La reconnaissance artistique, en fait, c'est la reconnaissance de la légitimité. Puis la légitimité, en fait, c'est l'addition des valeurs d'une production artistique ou d'un artiste. Donc, quand on parle de reconnaissance artistique, on parle justement de reconnaissance d'une valeur qui a été observée par plusieurs intervenants. Oups, excusez-moi, je n'étais pas dans la bonne fenêtre. Voilà. Pour ce projet-là, je me positionne dans une perspective rapprochée de l'interactionniste symbolique, en particulier celle de Howard Becker avec les mondes de l'art, évidemment. C'est une perspective qui place l'interaction symbolique, donc toute forme de communication entre deux parties, au centre de sa compréhension des relations sociales. Puis, je me suis concentrée sur une approche mésosociologique de mon enjeu. C'est sûr que si on considère l'interactionnisme symbolique, c'est surtout des approches qui sont micro-sociologiques. Ceci étant dit, je ne voulais pas m'attarder nécessairement à comment ces acteurs-là interagissent, qu'est-ce qu'ils se disent, à quelle fréquence, selon quel mode. Je voulais vraiment voir comment se structurent justement les réseaux de reconnaissance. Donc, j'ai opté pour une approche mésosociologique. Mes sous-questions de recherche sont: est-ce qu'une présence en ligne peut contribuer à la reconnaissance des artistes en art visuel? Si oui, qui sont les acteurs de l'intermédiation impliqués dans un tel processus d'intégration des Mavericks? Je reviendrai sur le concept de Maverick. Et quelles sont les dynamiques relationnelles à l'œuvre dans ce processus? Puis finalement, comment se déploie une présence en ligne mesurée par l'ampleur ou les types de médias sociaux numériques utilisés qui favorisent ce processus d'intégration? Du côté de l'opérationnalisation, mes trois concepts sont mobilisés. Donc, présence socio-numérique, je regarde surtout l'écologie socio-numérique de l'artiste, donc quelles plateformes sont reliées entre elles ou quelles plateformes sont utilisées dans quel but. J'oriente ça selon deux usages principaux, c'est-à-dire des usages de diffusion puis des usages de génération de revenus qui peuvent évidemment sur certaines plateformes se rencontrer. Puis la dimension numéro 2 qui est l'étendue de la communauté de l'artiste sur les médias socio-numériques. Ensuite de ça, mon concept de dynamique relationnelle est articulé autour de la première dimension qui sont les acteurs en contact, évidemment, quels sont leurs rôles au sein de ce réseau-là de reconnaissance. Ensuite, la dimension 2, le contact et les interactions entre ces acteurs-là, puis quelles opportunités professionnelles émergent justement de ces prises en contact-là. Puis, du côté de la reconnaissance artistique, quand je parle d'un Maverick, je ne l'ai pas francisé dans ma présentation, vous m'en excuserez, on peut utiliser entre autres le terme franc-tireur en français pour désigner ces artistes-là. Sauf que c'est beaucoup articulé autour de cette notion de franc-tireur-là, qui est une notion apportée par Howard Becker, qui nous indique entre autres qu'il y a des artistes qui vont avoir eu connaissance des codes et conventions du monde de l'art conventionnel ou traditionnel, puis qui vont avoir soit choisi de s'en dégager parce qu'ils vont l'avoir trouvé trop limitatif, ou qui vont en avoir été exclus par justement plusieurs intermédiaires. Donc, la notion de franc-tireur est vraiment centrale dans mon projet, dans le sens où c'est ces artistes-là que je vais observer, des francs-tireurs qui contreviennent aux conventions des mondes de l'art, surtout au niveau justement de la génération de revenus ou de la diffusion de leurs œuvres. Donc, Becker nous indique aussi que ces francs-tireurs-là peuvent être intégrés au monde conventionnel de l'art dans la mesure où il va avoir convaincu d'autres acteurs d'adopter ou d'intégrer ces conventions au monde traditionnel. Donc, cette intégration-là est basée fondamentalement sur la notion de réseau, sur qui on connaît, qui a de l'influence sur qui. Donc, mon concept de reconnaissance artistique est articulé autour du niveau d'intégration de ces francs-tireurs-là. Est-ce qu'ils sont pas du tout intégrés? Est-ce qu'ils sont semi-intégrés ou en voie d'intégration? Et est-ce qu'ils sont intégrés? Ce sont les trois sous-groupes d'acteurs que je vais observer. Puis ensuite, l'effet des opportunités professionnelles qui vont avoir été présentées suite à leur présence en ligne et la constitution de leur réseau d'acteurs. Un jour, je vais arrêter de cliquer. Pour répondre à ma question de recherche, je fais appel à une méthodologie qui est qualitative, inductive et exploratoire. Évidemment, il y a plusieurs impondérables dans la mesure où on a beaucoup étudié la présence des artistes d'une perspective marketing et d'une perspective créative, dans le sens où est-ce que les médias sociaux permettent justement un meilleur marketing ou une meilleure mise en visibilité des œuvres, mais aussi est-ce que ça influence les modes de création des artistes. Moi, ici, je propose quelque chose qui est un peu plus reculé, donc justement mésosociologique, sur la question de la reconnaissance, justement, qui est, à mon avis, après de nombreuses heures de lecture, c'est une notion à laquelle on s'attarde moins aujourd'hui, comme si on avait un peu peur de toucher à ces notions-là. Donc, ce que je propose de faire, justement, c'est d'abord une ethnographie numérique, donc essayer d'aller voir les artistes de mon échantillon, quel est leur réseau de plateformes qu'ils utilisent, donc quelles plateformes ils utilisent, dans quel objectif.
Puis après ça, de compléter des entretiens compréhensifs tels que structurés par Jean-Paul Kaufmann, basés sur Il le te principe reste de vraiment un petit peu de temps pour conclure, 1 minute. 1 minute, c'est parfait. Ça va être bien parfait. Basé sur des principes de récit de vie professionnelle. Donc, je propose aux artistes que je vais interroger de me raconter leur processus professionnel pour pouvoir dégager justement des moments charnières où ils ont eu des interactions avec d'autres acteurs qui leur ont peut-être amené d'autres possibilités. L'analyse va être faite sur une base comparative entre mes différents groupes de francs-tireurs et ensuite de ça, de manière compréhensive et thématique. Pour bien voir comment s'articulent ces types de reconnaissance-là. Puis finalement, j'espère pouvoir produire 2 choses avec ça. D'abord, une schématisation des réseaux avec l'outil Kumu. Vous voyez un GIF ici qui nous montre un peu comment ça fonctionne. Et une typologie des réseaux de reconnaissance auprès des artistes en art visuel. Je vais vous laisser sur ma planification, en fait. Vous allez voir mon petit calendrier. Puis, évidemment, c'est quelque chose qui peut vraiment nous amener à voir comment on articule la reconnaissance artistique aujourd'hui à l'ère des médias sociaux numériques, mais aussi quel type de présence socio-numérique peuvent être bénéfiques ou pas auprès des artistes en art visuel. Voilà donc mon projet de thèse. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Un énorme merci, Claudie. C'était super intéressant, vraiment. Puis, on peut maintenant passer à la période de questions, mais j'aurais vraiment une question pour toi à ce niveau-là. Pourquoi on n'utiliserait pas le terme de réseaux sociaux? Mettons pour quelqu'un qui n'est pas... Ben, c'est vraiment selon l'approche qu'on utilise, mais utiliser le terme médias socio-numériques, c'est surtout recommandé dans le cadre de recherche en sociologie des usages des dispositifs, justement pour distinguer de la théorie de l'étude des réseaux humains, qui est une discipline de la sociologie et de la psychologie humaine. Si j'utilise réseaux sociaux tout le temps dans mon document, on ne fera pas la différence justement entre de quel réseau je parle. Est-ce que c'est les réseaux, les dispositifs et les plateformes ou est-ce que c'est les réseaux humains qui constituent mes réseaux de reconnaissance? Fait que c'était vraiment pour distinguer les deux que j'ai choisi d'utiliser médias sociaux numériques. Parfait, merci. Là, j'inviterais soit Camille ou... Oui, Camille à prendre la parole en premier. Oui, très, très rapidement, Claudie, je voulais savoir comment avais-tu l'intention de choisir ton échantillon? Je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais donc on parle de combien d'artistes, de quel genre d'artistes, etc. J'ai fait ça extrêmement vite. C'est normal. En ce moment, j'envisage un échantillon de base de 30 artistes qui va être basé sur un pré-échantillonnage, en fait. C'est-à-dire que mon mémoire a permis de déterminer que les plateformes les plus utilisées chez les artistes en art visuel, c'est Facebook, Instagram, à des proportions qui sont presque équivalentes, là. Donc, ce que j'envisage de faire, c'est monter un échantillon prospectif à la base de plusieurs artistes, puis après ça, de voir s'ils correspondent à mes critères de sélection pour mon échantillon. Puis, ces critères de sélection-là sont vraiment basés sur qu'est-ce qu'un franc-tireur, en fait. Donc, il va falloir que ce soit des gens qui sont conscients des codes, justement, et conventions du monde de l'art normal, mais conventionnel, mais qui s'en sont dégagés, justement. Donc, qui comprennent les codes, mais qui n'y répondent pas complètement. Donc, voilà. Donc, évidemment, il faut que ce soit des artistes qui se trouvent sur les médias sociaux puis qui ne sont pas nécessairement très, très intégrés au monde de l'art, ou ceux qui le sont seront le groupe des francs-tireurs intégrés. C'est ça mes critères. Parfait, merci. Ensuite, Marie-Claude Lapointe. Oui, Claudie, je suis vraiment ravie de faire votre connaissance puis d'entendre parler du sujet de mémoire et du sujet de thèse. Je trouve ça vraiment intéressant, mais aussi très pertinent par rapport au champ culturel. Je travaille aussi sur culture et numérique, sur d'autres volets, mais ça me paraît vraiment tout à fait pertinent par rapport à ce qu'on vit présentement. C'est sûr qu'il y a une approche bourdieusienne, comme vous le disiez tout à l'heure, mais selon moi, elle n'est pas dépassée. Elle s'inscrit vraiment, les travaux de Bourdieu s'inscrivent vraiment dans la France des années 60-70, mais on retrouve encore beaucoup de théories, en tout cas d'éléments liés à cette théorie-là aujourd'hui. Puis la hiérarchie culturelle, on n'est pas venu à bout. Donc, pour moi, je comprends l'usage des guillemets, mais pour moi, ça n'a rien de dépassé. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas personnel, c'est ce que je constate dans mes travaux de recherche aussi. Fait que je trouve que c'est vraiment pertinent. Puis toute la question de justement le grand public versus reconnaissance par les pairs, puis le fait d'ajouter à ça l'aspect socio-numérique, c'est un enjeu qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Fait que je suis contente de faire votre connaissance puis de voir que
il y a un travail qui se poursuit sur ce sujet-là. J'ai très hâte de lire la suite. D'accord. Donc, ça, c'est mon commentaire général. Vous êtes dirigé par qui? Si c'est pas trop Nathalie Casse-Major à OK. l'Institut national de recherche scientifique. Ouais. OK, super. Ma question est un petit peu pointue, puis parce que vous avez dit que l'examen s'en vient. Je comprends que le temps pour présenter est restreint, on ne peut pas aller beaucoup dans le détail. À la diapo 8, vous parlez du niveau d'intégration, il y comme y avoir 3 niveaux d'intégration. Peut-être que ça m'a échappé. On parle d'intégration à quoi? Oui, je l'ai expliqué, mais j'explique aussi vraiment très, très vite avec la notion de maverick ou de franc-tireur. C'est-à-dire que quand Becker explique ce qu'est un franc-tireur, il nous donne vraiment des critères d'évaluation parce qu'il positionne par rapport à 3 autres types d'artistes. Donc, il y a les artistes intégrés où ils ont fait partie des codes puis des conventions, puis ils ont un peu toujours respecté ces conventions-là. Le franc-tireur arrive en deuxième. Après ça, il nous parle d'artistes folkloriques, donc des artistes qui sont un peu comme ma tante Denise qui fait de la peinture, qui fait de l'aquarelle les dimanches après-midi, ou qui justement fait ça avec aucune visée professionnalisante, mettons. Puis les 4e sont les artistes naïfs qui appellent, ou c'est des artistes qui font vraiment juste. En fait, j'ai inversé l'article. La tante Denise est une artiste naïve. Oui, c'est ça, exactement. Puis l'artiste folklorique, c'est plus, on tombe plutôt dans l'artisanat ou les gens qui fabriquent, disons, des courtes pointes, tout ça. Puis le franc-tireur, pour Becker, c'est un individu qui, justement, a peut-être eu une formation où il s'est inscrit à un moment dans le temps dans des conventions, justement, puis dans des systèmes qui se rapprochent d'un système traditionnel et conventionnel. Mais justement, comme je disais, qui a été soit exclu ou sa carrière n'a pas avancé comme il voulait, ou il n'a pas réussi à s'intégrer, justement, directement dans le monde conventionnel de l'art, ou c'est des artistes qui ont vu ces conventions-là puis qui ont fait « moi, ça ne m'intéresse pas », puis qui s'en sont dégagés eux-mêmes. Comment je les classifie, intégrés, pas intégrés, c'est que c'était difficile dans le cadre de mon projet de juste observer des francs-tireurs dans la mesure où si je regardais seulement des francs-tireurs purs, c'est-à-dire des gens qui connaissent les codes mais qui ont choisi... On va peut-être poursuivre. Ah, je suis désolée. Je vais te laisser un petit 30 secondes qu'on va finir ta phrase. Je vais juste terminer cette idée-là rapidement. C'est que si je m'intéressais seulement aux francs-tireurs, justement, je n'arrivais pas justement à comprendre justement le changement encouru, c'est-à-dire que je ne pouvais pas observer justement des artistes qui ont commencé francs-tireurs puis qui ont peut-être été intégrés, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Si on pense à un artiste qui s'appelle Fuck Render, que je mets juste son identifiant sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui ont très connaissance des codes, mais qui ont été intégrés plus tard après avoir utilisé les médias sociaux. Si je peux me permettre juste une dernière remarque, je fais ça vite, Roxane. Je ne sais pas, mais le fait, justement, en fonction de cette classification-là, de ce niveau d'intégration-là, ben ça a peut-être ça un effet sur le fait que la personne soit plus ou moins présente sur les réseaux sociaux numériques, puis le choix d'y aller. Fait que ça devient comme une boucle un peu qui tourne. Bref, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Je vais continuer à partager à ce niveau-là. Je vais revenir à notre PowerPoint. Je vais poursuivre avec la présentation de Leila Mostefa Kara. Dans le fond, Leila Mostefa Kara est étudiante au doctorat en sciences biomédicales à l'Université du Québec à Trois-Rivières et elle est dirigée par Johanna Montlouis-Blanc de l'UQTR et Nicolas Moreau de l'Université d'Ottawa. Elle est également membre régulière du groupe de recherche Loricor à l'Université du Québec à Trois-Rivières et affiliée à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Ses principaux objectifs de recherche sont le continuum des attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels, les rapports au corps, les perturbations de l'image au corps, le voyage, ainsi que les méthodes de mesure numérique, réalité virtuelle, applications mobiles. Donc, bienvenue Leila, je vais te laisser la parole. Oui, merci beaucoup, c'est très gentil. Juste avant, bravo Claudie pour ta présentation, là c'était vraiment intéressant, puis je te souhaite bonne chance pour ta présentation surtout. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, parfait. Bon, je vais y aller donc avec la présentation. Donc, merci de m'avoir invitée. J'avais déjà présenté une première fois au laboratoire il y a à peu près 1 an, je pense maintenant, mais j'avais présenté un petit peu une introduction, un contexte à ma thèse. Puis là, ce qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, c'était en fait l'article 1 de ma thèse, donc l'étude numéro 1. Et donc, en gros, l'article numéro 1 se compose d'une revue de la littérature qui porte sur la mobilisation du corps dans le tourisme.
Alors, pour respecter un peu la thématique du voyage, là, on vous a fait un petit cheminement pour le plan de la présentation. Donc, on a un petit contexte pour vous introduire d'où ça sort un petit peu cette revue de la littérature-là. Après, je vais vous présenter brièvement la revue de la littérature, donc les principaux éléments qui ont pu ressortir, et une petite discussion pour ensuite vous montrer vers quoi on s'enligne après. Hop. Et donc, aujourd'hui, on avait envie de vous parler donc de tourisme. Et généralement, là, quand on parle de tourisme, c'est considéré beaucoup comme un moyen d'aller rencontrer l'autre, d'aller, par exemple, éveiller un peu tous ses sens à travers les différentes visites. Puis surtout aussi, le tourisme, c'est considéré comme un moyen d'aller mobiliser son corps dans un espace-temps qui va être complètement inhabituel de l'espace-temps dans lequel on est au quotidien. Et donc, ce qu'on voulait vous expliquer suite à ça, c'est que le contexte pandémique, là, on part un peu de ça, à chaque fois on le ramène, mais ça a été vraiment important parce qu'il est venu bouleverser donc, le monde du tourisme et du même coup les touristes, parce qu'il y a eu des confinements, des mesures restrictives, tout ça. Et toutes ces mesures, elles sont venues restreindre notre espace-temps habituel, donc autant physiquement que socialement, donc c'est-à-dire ça a été beaucoup centré là sur le domicile. Et donc cette restriction, elle est venue créer un clivage entre les besoins essentiels et les besoins non essentiels. Et qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, avec toutes les restrictions telles que, je viens de le dire, la fermeture des frontières, quarantaine, etc., et au plus fort de la pandémie, finalement, un des seuls déplacements autorisés, donc un des seuls voyages autorisés, c'était d'aller faire l'épicerie. Donc d'aller s'approvisionner en alimentation et en nourriture et en boisson, par exemple. Et donc, tout ça, ça a mis tout d'un coup au centre des besoins, le besoin de se nourrir. Donc, un besoin physique, un besoin primaire. Mais ça a fait qu'il y a eu plein d'autres besoins qui ont été mis de côté. Et tels que des besoins, par exemple, de loisirs, d'activités sociales, etc. Et notamment le besoin de voyager. Tout ça, il y a eu pas mal de conséquences à ce niveau-là. Puis les revues de la littérature, les récentes revues de la littérature, là, qui parlent du confinement, etc., donc qui datent de 2020, 21, 22, parfois 2023 aussi, elles montrent des résultats assez univoques au final. C'est qu'en gros, dans un contexte où il y a un espace-temps réduit, dans un contexte où les déplacements ils sont limités, et en fait, finalement, dans un contexte où on ne voyage plus vraiment, pour une partie de la population, il y a eu des impacts sur les perceptions et les attitudes que les individus avaient à l'égard de leur propre corps. Et en fait, ça s'est traduit par exemple avec une augmentation du temps passé sur les médias sociaux parce qu'avec la pandémie, c'était un moyen de communication, puis c'était un moyen de s'occuper. Donc, on a beaucoup été exposés aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont un des meilleurs médiums pour nous montrer, nous exposer à des idéaux corporels parfois irréalistes. Mais il y a eu aussi beaucoup, par exemple, des messages qu'on a reçus de la part d'un public très varié par rapport au fait de attention, il y a le confinement, la sédentarité, donc il ne faut pas prendre de poids, il y a des risques de prendre du poids. Donc il y a eu des messages un peu alarmants là-dessus, alors qu'au final, on était en pleine pandémie avec un virus, mais on parlait que de ça. Puis après, il y a eu aussi en parallèle le fait qu'on a été beaucoup exposé à sa propre image, donc avoir plus accès au miroir, faire plus de conférences via Zoom comme on le fait aujourd'hui. Mais tout ça, en fait, c'est venu un peu catalyser l'attention qu'on portait à notre propre corps. Et quand on parle de rapport au corps, nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le concept de l'image du corps. Ce concept, il est vraiment multidimensionnel, comme on peut le voir à l'écran, parce que là, il y a 4 dimensions qui sont la dimension cognitive, affective, attitudinale et perceptuelle. Et je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau de cette image du corps, mais on va juste prendre en compte ce modèle-là pour y revenir plus tard. Il faut savoir que cette image du corps, en fait, elle est considérée comme la façon dont un individu se perçoit et dont il pense que les autres le perçoivent. Et c'est toujours dans un contexte socio-culturel précis aussi. L'image du corps, elle varie dans le temps par rapport à ce contexte-là et elle peut être autant positive que négative. Et donc, le contexte post-pandémique au sein duquel les besoins non essentiels tels que les diverses formes de loisirs et le voyage, ils ont été mis de côté, c'est un contexte où l'image du corps, elle a été mise à rude épreuve. C'est pour ça qu'on s'est ainsi intéressé au tourisme, au secteur du tourisme qui a été un des secteurs le plus touchés. Ce qui nous intéresse là-dedans aussi, c'est de voir le tourisme comme un moyen de se déplacer, de sortir du milieu de vie habituel. Excusez-moi. Et il y a un modèle aussi qui nous intéresse particulièrement dans le modèle du tourisme, c'est le modèle de l'expérience du tourisme que les auteurs, je ne vais pas dire le nom parce que je n'arrive pas à le prononcer, mais en tout cas, les auteurs que vous voyez en bas, là, les premiers auteurs dans la ligne ont exposé. Et c'est intéressant parce qu'il reprend
quelques composantes de l'image du corps dans cette expérience du tourisme, et c'est pour ça que vous allez voir dans la revue littérature, on va pouvoir en discuter. Alors, la revue littérature, pour vous la présenter rapidement, c'est une revue, on tente d'aller publier dans les annales médico-psychologiques parce qu'on est beaucoup en santé aussi. On va, dans les pistes de discussion, se diriger là-dedans. Mais en tout cas, l'objectif, c'était vraiment d'aller explorer comment le rapport au corps il est mobilisé au sein du tourisme dans la littérature. Je passerai les détails de métaux. Juste pour vous montrer un petit peu, au final, on a trouvé 24 études et on en a conservé seulement 11. Puis on pourra revenir sur la méthodologie si vous avez des questions avec grand plaisir. Mais pour vous expliquer, au final, dans un premier temps, les 11 études qu'on a trouvées, on les a réparties en 4 sections. Au final, donc, on a, dans un premier temps, l'image du corps dans la littérature touristique, elle est très peu abordée sous l'angle du modèle qu'on a vu. Le seul article qui semble un petit peu s'attaquer aux 4 dimensions de l'image du corps qu'on a pu exposer, c'est l'article de Small, en fait, qui parle vraiment des normes culturelles corporelles sur l'apparence physique, donc sur la notion de comparaison et d'internalisation d'idéal corporel occidental. Et en gros, cette étude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte sur le rapport au corps des jeunes femmes durant leurs vacances. Et elle met en lumière le fait que l'idéal corporel pendant les vacances, il vient mettre une pression dans un espace-temps qui est normalement censé être propice à la relaxation, au lâcher-prise, au bien-être. Donc, première étude là-dessus. Ensuite, on a vraiment 4 autres études qui se sont regroupées dans une même section, qui est vraiment une section qui porte sur le tourisme, le corps comme un moyen d'apprentissage. Comment ça fonctionne? En fait, c'est simplement que ces articles, ils nous montrent que le touriste qui vit une expérience avec son corps, il apprend avec son corps qui est présent dans un lieu. Et donc, il apprend grâce à ses sensations. Donc, par exemple, quand il va découvrir gustativement une des nouvelles recettes qu'il ne connaît pas par rapport au pays, quand il va aller faire une visite et qu'il va se confronter à un bâtiment, il se rend compte à quel point le bâtiment il est grand, puis c'est grâce à son corps, c'est grâce au fait qu'il est présent dans un lieu. Donc là, on parle d'un corps à travers les sensations, et des sensations qui nous permettent vraiment d'aller vivre les mêmes expériences et de se comprendre mutuellement. Donc, on comprend ce que la population vit grâce aux sensations qu'on expérimente. Donc là, on développe au final un langage corporel commun. Donc ça, les 4 études nous parlent de ça. Ensuite, on a l'angle du corps dans le tourisme qui est aussi via les sensations, mais il y a 2 auteurs qui nous parlent particulièrement des sensations culinaires. Qu'en gros, les touristes ils peuvent utiliser la nourriture pour aller créer vraiment une expérience touristique qui va être assez incarnée via le corps au final. Et en somme, là, on n'est plus dans la perception, qu'est-ce que les gens pensent de mon corps, de quoi a l'air mon corps, mais c'est simplement que on utilise tous les sens pour aller se combler culinairement parlant et se sentir connecté au lieu, puis aux habitants, etc. Et enfin, la dernière section qu'on va voir, c'est vraiment intéressant. Là, c'est 2 études qui abordent l'image du corps vraiment dans le tourisme, mais d'une manière très holistique. Il y a 2 auteurs qui nous parlent des 4 corps du tourisme, et c'est passionnant parce qu'au final, ces 4 corps, j'ai essayé de mettre des couleurs pour vous montrer, mais ces 4 corps, ils vont reprendre vraiment les 4 dimensions de l'image du corps qu'on a vu tantôt. Et donc, il y a le corps reposé dans un premier temps. Qu'est-ce que c'est le corps reposé? Excusez-moi, je vous le dis de droite à gauche finalement, là, mais le corps reposé qui va vraiment se tenir dans la dimension plutôt comportementale, parce que c'est la capacité d'aller prendre du temps pendant qu'on visite le lieu, d'aller relaxer son corps, etc. Après, il y a le corps métamorphosé, qui reprend un peu la dimension perceptuelle, puis la dimension attitudinale de l'image du corps, parce que là, c'est vraiment métamorphosé, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans le tourisme, quels sont les comportements qu'on va adopter, et surtout comment on va expérimenter des choses différentes avec son corps en action. Après, il y a le corps engagé, qui est plus dans la dimension affective et cognitive, parce que là, on est vraiment dans le corps qui va aller découvrir des choses, puis qui va aller se faire ses propres opinions sur les choses, etc. Et enfin, le corps à corps, où là, on est plutôt aussi dans la perception, puis peut-être dans la cognition, parce qu'en gros, le corps à corps, c'est d'aller, comme on a dit, expérimenter parmi tous les touristes qu'on voit, parmi toute la population, c'est d'aller expérimenter son corps par rapport à d'autres corps. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'au final, les auteurs, ce qu'ils nous disent, c'est que grâce à la déroutinisation qu'on voit dans le tourisme, on peut aller un peu mettre les normes qu'on a incorporées dans notre société actuelle et remettre en doute l'existence de ces normes sans les renier, simplement pouvoir y réfléchir, etc. Et donc, quand on parle de normes, on parle des normes de toute la société, mais aussi des normes corporelles qu'on a l'habitude de voir un petit peu dans notre société actuelle, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, on parle beaucoup du corps dans toute sa dimension, puis c'est à peu près toutes les sections qu'on a pu voir dans cette revue de littérature. Et en gros, ce qu'on voulait expliquer, c'est surtout que, pour conclure, c'est que
quand on parle de voyage et quand on parle de tourisme, de voyage et de corps, il n'y a pas de pratique touristique sans une mobilisation du corps. Et Roxane, oui, c'est pour me prévenir qu'il reste 1 minute, c'est ça? Oui, ben, dans le fond, c'est pas mal écoulé, donc à moins que tu aies conclu. Parfait, je peux conclure sur cette diapositive si ça te va. Si j'en ai pour 20 secondes à peu près. C'est juste pour expliquer que dans la revue de la littérature, finalement, on retrouve peu de définitions. Chaque fois qu'on lit les articles, eh ben, ils ne nous précisent pas exactement quand on parle de corps, qu'est-ce que ça veut dire, et quand on parle de tourisme, qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, la population, elle est surtout caucasienne, sans handicap ou problématique de santé mentale. Et on a beaucoup de méthodologies qualitatives. C'est pour ça que par la suite, nous, dans la thèse, on voudrait aller explorer un peu plus quand on parle de corps, de rapport au corps dans le tourisme, qu'est-ce qu'il est possible de faire en s'intéressant à d'autres populations, telles que par exemple la population qui a des problématiques alimentaires, parce que c'est elle qui est le plus impactée par l'image du corps, notamment suite à la pandémie. Merci beaucoup. Je vais terminer là-dessus parce que la fin n'était pas forcément utile. Non, un gros merci. C'était vraiment super intéressant. Vraiment. Donc là, on est passé à la période de questions. Et vraiment, écoute, j'ai tellement de questions, là, mais la question que je me pose essentiellement, c'est effectivement, pendant la pandémie, on avait tellement d'images d'influenceuses qu'elles partaient en voyage, donc peu importe, malgré les interdictions. Et donc, on voyait seulement les images, mettons, c'est de la plage bleue, etc. Donc, quel impact ça peut avoir sur les gens qui vont partir au voyage après 1 an, 2 ans d'idéalisation, en fait, du voyage? Ça, c'est vraiment intéressant et c'est un peu ce qu'on essaye de défendre dans la littérature et ce que j'essaye comment dire, d'aller expliciter dans ma thèse aussi. Puis c'est pas évident, je me trouve confrontée beaucoup à cette difficulté, c'est que quand on parle, au début, je m'intéressais au concept du voyage. Et quand on parle du concept quand on prend le concept du voyage, au final, on n'a pas de définition exhaustive et je me rendais compte qu'à chaque fois qu'on me demandait mais c'est quoi un voyage, et moi, je n'arrivais pas à le définir. Donc après, en se portant plus du côté du tourisme, finalement, on arrive à le définir un peu plus parce qu'il y a des balises avec la définition de l'Organisation mondiale du tourisme, etc. Mais au final, le concept du voyage, il me tient beaucoup à cœur et puis je vais essayer d'aller faire une intégration avec le tourisme pour expliquer que, en fait, c'est marrant, mais le tourisme, le voyage, c'est comme le corps, c'est chacun son corps, chacun son voyage. Et on fait aussi, on l'expérimente de la manière dont on veut, du moment qu'on est fonctionnel avec ça. Et c'est pour ça que, au final, les médias sociaux, ils ont une influence autant sur l'image du corps, mais autant sur la façon dont on se comporte en voyage aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant à voir. Et notamment la pandémie, hein, ça a eu beaucoup de liens avec ça, en tout cas. Mais je dirais pas que j'ai la réponse absolue, mais pour le coup, là, c'est une réflexion, en tout cas. Un énorme merci. Je vais donner la parole à Marie-Claude. Merci, Léa, pour cette belle présentation intéressante. Toi aussi, tu es dans la continuité de ton projet de maîtrise. C'est super. Peut-être que tu en as parlé puis que ça m'a échappé, mais qu'en est-il du choix de la destination? Parce que je fais un parallèle, je travaille sur le cosmopolitisme culturel chez les jeunes, puis on a un aspect qui concerne justement le voyage, qui n'est pas facile à définir effectivement. Puis la relation à la nourriture, donc en tant que volet culturel, en fait. Puis on se rend compte dans notre projet qu'il y a des gens qui refusent certaines destinations à cause de la nourriture. Donc, c'est trop déstabilisant. Je ne sais pas ce que je vais manger si je vais là. Donc, moi, il y a tellement de pays à visiter dans le monde, je ne vois pas pourquoi je me dépayserais à ce point-là. Donc, je me posais, tu parlais par rapport à un bâtiment architectural, etc. Bon, est-ce que le choix de la destination peut, selon ton intuition ou les travaux que tu as lus, avoir un effet? Oui, clairement. Déjà, le choix, c'est vraiment intéressant comme question. Puis j'imagine que ça dépend aussi des populations qu'on va l'étudier. Mais c'est sûr que le choix de la destination, elle a un effet sur l'intensité dont le dépaysement il est vécu, le choix de la destination. Mais en fait, comment dire? Parce que j'essaie de relier avec l'alimentation. Mais c'est sûr que, par exemple, l'essence, le corps, en tout cas, il va être moins mis à l'épreuve quand on va choisir une destination qui est vécue comme moins dépaysante ou moins intense dans notre sortie de zone de confort. Puis ça, par contre, la littérature, on parle pas beaucoup dans les revues que dans les articles que j'ai trouvés en tout cas. Et je pense qu'il faut que j'arrive à me diriger vers des articles peut-être qui sortent du rapport au corps, mais qui parlent de choix de destination avec la notion de dépaysement peut-être, d'aller me diriger vers autre chose en tout cas pour aller explorer un peu plus
Parce que c'est sûr qu'à terme, j'aimerais mettre en relation, donc la population que j'étudie, moi, c'est les troubles alimentaires, en tout cas les attitudes et comportements alimentaires. Et c'est sûr que le choix de la destination par rapport à l'alimentation, il va être crucial là-dedans pour pouvoir aller voir quels effets on a, puis est-ce qu'il y a un impact positif ou négatif là-dessus. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais parce que je suis beaucoup en exploration là-dessus, donc c'est vraiment intéressant pour le coup. Ça me donne une piste, en tout cas. Ben oui, puis en même temps, l'idée, c'est pas de donner des pistes pour s'éparpiller non plus. On sait tous que pour faire une thèse, il faut embrasser large, mais pas trop. C'est vrai. En fait, il faut faire des choix. Mais, Ouais. mais en tout cas, il y a clairement une piste intéressante. Est-ce que c'est une piste pertinente à suivre pour toi? Ça, c'est l'autre question. Mais parce que je me disais aussi, tu sais, Roxane, tu parlais de plage, mais tu sais, quelqu'un qui a un trouble alimentaire, se retrouver sur la plage, être confronté à des corps qu'on voit très bien, ben, ça peut être une confrontation psychologique. Si tu vas dans un voyage où tu as à mettre ton corps à l'épreuve davantage, dans le sens où c'est physiquement plus exigeant, ben, pour moi, c'est un autre genre de rapport au corps. Exact, Donc, exact. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de la plage comme, enfin le tourisme où ils parlent de la plage comme une espèce de mini-société, puis que effectivement la plage c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut se porter par rapport aux normes corporelles et le corps qui est sollicité. Ou à la base la plage c'était fait pour prendre soin de son corps et c'est plus trop devenu ça, c'est plus une façon d'exposer son corps maintenant. Donc ça c'est vraiment pour le coup intéressant. Merci énormément. Là, je vois Camille Merci qui a beaucoup. levé sa main. Je vais lui prêter la parole. Oui, Leïla, ma question serait un peu semblable à celle que j'ai posée à Claudie tantôt. Donc, tu parlais que tu t'intéresserais donc au futur à d'autres populations là, que celles là, qui sont abordées dans la revue de la littérature. Encore une fois, comment choisir cet échantillon-là et où est-ce que tu envisages une enquête qui serait plus quantitative que qualitative? J'aimerais t'entendre. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour ta question. C'est sûr que pour comment choisir la population, j'ai la chance de travailler dans un laboratoire de recherche qui est aussi un laboratoire, enfin un groupe qui est aussi un programme clinique. Donc en fait, on a des populations moi en tout cas, je m'intéresse aux attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels. Donc au final, on a des populations qu'on suit, qu'on connaît et nous permettront d'aller constituer un échantillon pour aller expérimenter ça. Donc d'aller aussi limiter les risques aussi par rapport à cette population. Donc ça, ce serait déjà dans un premier temps la possibilité de pouvoir choisir cette population-là, en tout cas. Pardon, tu avais une deuxième... Je voulais dire un truc, mais je me souviens plus de la deuxième partie de ta question. Ah oui, les méthodes. Quantitatif ou Oui, voilà. qualitatif? C'est sûr que l'idéal, nous, ce serait d'aller dans le mixte, parce qu'en fait, l'image du corps, comme on l'a dit, elle varie dans le temps. Donc, pour aller la mesurer, le quantitatif, ça aide beaucoup. Mais par contre, le qualitatif nous permettrait d'aller vraiment expliciter ce qu'on découvre dans les résultats quantitatifs, en tout cas. Et le but, ce serait vraiment d'avoir des méthodologies, comment on appelle ça, un peu comme ce que fait Miali avec l'expérience sampling méthode, donc les méthodes écologiques instantanées, donc vraiment d'aller chercher au moment même où ils vivent la chose, donc pendant le voyage, et d'aller chercher ça plusieurs fois par jour, parce qu'on sait que ça varie dans le temps. Par exemple, si on sait qu'il y a une image du corps qui a été plutôt mauvaise à ce moment-là, est-ce que c'est parce qu'on était en train de manger quelque chose au restaurant et c'était assez anxiogène et du coup, ça a eu un impact sur l'image du corps? Et ça, le qualitatif va pouvoir nous aider avec le quantitatif à mettre en lien. Merci beaucoup en tout cas pour ta question. Merci. Un énorme merci. Merci Donc, à vous. merci. On va d'abord conclure avec Camille, oui, avec Camille Saint-Georges, pardon. Donc, je vous la présente à l'instant. Je vais juste seulement mettre mon PowerPoint. Et donc, Camille Saint-Georges est présentement étudiante à la maîtrise à l'UQTR. Et elle va vous présenter les 7 jours de Simon Labrosse sur les effets des personnages créateurs sur les publics, sur les personnages créateurs sur les publics théâtraux. J'ai comme un petit souci technique, je reviens. Okay. Elle assure aussi la coordination du laboratoire de recherche sur le public de la culture depuis 2020. À titre d'assistante de recherche auprès d'Hervé Guay, elle s'est intéressée à la médiation culturelle chez des compagnies spécialisées dans les arts de la scène, a co-signé plusieurs articles et rapports de recherche sur le sujet et a contribué à la création d'un outil d'annotation de captation théâtrale. Son mémoire porte le titre La figure du créateur et ses résonances mythologiques dans le théâtre de Carole Fréchette et de Larry Tremblay. Et voilà. Merci, Donc, à toi, Roxane. Je vais Camille. partager mon écran.
Parfait. Alors, la communication que je vous présente aujourd'hui s'inscrit en parallèle de mon projet de mémoire, dont je vais vous présenter les grandes lignes dans le cadre de ce midi recherche. Je profiterai aussi de l'occasion pour réfléchir aux effets de la présence des personnages créateurs sur les publics théâtraux. Tout ça, bien sûr, dans les œuvres dramatiques québécoises contemporaines. Alors, mon projet de mémoire s'incline en 3 orientations, à savoir l'artiste créateur, sa représentation dans le théâtre québécois contemporain et les résonances mythologiques qui en découlent. Les études sur les fonctions sociales de l'artiste et sur ses représentations dans la fiction, notamment sous la figure de l'écrivain dans le cas du roman québécois, se sont multipliées dans les dernières décennies. Le personnage créateur, lui, devient important dans la dramaturgie québécoise à compter des années 80, alors que les auteurs dramatiques en présentent des incarnations liées à presque toutes les disciplines artistiques. Sa présence remarquable dans la fiction s'inscrit aussi dans la métathéâtralité. Les dramaturges québécois tendent à multiplier les structures complexes, comme les jeux de théâtre dans le théâtre, qui incitent à la réflexion sur le fonctionnement de la création. Toutefois, l'artiste a encore été peu étudié en regard de ses résonances mythologiques. Je cherche donc à approfondir la dimension mythique du théâtre québécois contemporain et à l'étudier en conjonction avec la figure du créateur dans les œuvres de Carole Fréchette et de Larry Tremblay, comme l'a mentionné Roxane tantôt. Les personnages de leurs œuvres renvoient de près ou de loin à certains mythes en relation avec la création. Par exemple, Orphée, Pygmalion, Prométhée et Écho. Mon hypothèse est la suivante. Les différentes disciplines des personnages de mon corpus et les postures qui leur sont associées ont une incidence sur la manière dont s'actualisent les mythes dans la fiction. La première pièce que j'étudie dans le cadre de mon mémoire est l'une des pièces de Fréchette où la création joue un rôle fondamental, c'est-à-dire Les 7 jours de Simon Labrosse, produite en 1997. Dans cette œuvre, le personnage de Simon est un chômeur depuis un temps indéterminé et pour payer ses dettes, il décide de mettre en scène une pièce de théâtre portant sur sa vie et plus particulièrement sur ses tentatives quotidiennes, mais jusque-là infructueuses, de trouver un nouvel emploi. Et c'est lorsqu'il est sur le point de perdre espoir que lui vient l'idée de devenir metteur en scène. L'œuvre de Fréchette débute au moment où le public réel entre dans la salle, tandis que les comédiens fictifs se préparent au spectacle de Simon. Donc, le théâtre dans le théâtre, ainsi instauré, exacerbe la thématique de la création dans la pièce. La méthodologie adoptée pour ce projet propose une lecture des œuvres en 4 étapes. Dans un premier temps, je m'intéresse à l'artiste tel qu'il a été décrit par les sociologues de l'art en fonction des différentes disciplines où il évolue. Cette étude sert à mettre en place l'archétype de l'artiste, mais vise aussi à documenter ses différents comportements et gestes qui appartiennent à son répertoire, dans lequel Fréchette et Tremblay puisent de manière à en performer une incarnation plus ou moins vraisemblable. Dans un deuxième temps, je tente de dégager les éléments structurants des mythes étudiés, le tout à l'aide des textes originaux ou des écrits des experts des mythes repérés. Dans un troisième temps, je procède à un examen détaillé des personnages créateurs de mon corpus pour dégager les principales conduites des artistes qui évoluent dans ces pièces. Et finalement, dans un quatrième et dernier temps, j'étudie en parallèle le parcours des personnages créateurs de mon corpus avec les récits mythologiques et je compare les gestes des personnages créateurs avec ceux de l'archétype des artistes étudiés dans mon projet. Alors, très, très rapidement, je m'en excuse, je vais vous présenter les résultats de mon analyse pour la pièce Les 7 jours de Simon Labrosse à l'aide de cette méthodologie. Alors, tout d'abord, selon l'archétype du metteur en scène, c'est à ce dernier que revient le rôle de diriger la représentation théâtrale d'une œuvre. Le metteur en scène est un artiste qui veille avant tout à transmettre son regard subjectif sur une œuvre artistique, donc loin de tout souci financier ou administratif. Coordonnant tous les aspects de la construction d'un spectacle, le metteur en scène doit donc être professionnel, rigoureux, compétent et surtout dévoué. Une grande responsabilité repose sur ses épaules car il est à la tête du spectacle. Alors, tantôt, on utilise la métaphore du capitaine navire pour le désigner. Tantôt, on le désigne comme le guide qui débrousse le chemin pour son équipe. Surtout, le metteur en scène est au service de l'art. Orphée, quant à lui, donc Orphée provient d'une naissance divine. Il est un des plus grands poètes et musiciens de la Grèce.
dont le talent et le charme le munissent d'un véritable pouvoir civilisateur. Ce que j'entends par là, c'est que son humeur apaise le peuple et sa voix rassemble. Son parcours est marqué par la double perte d'un être cher. Alors, tout juste après leur union, sa femme Eurydice meurt, mordue par un serpent, et Orphée descend aux enfers pour aller la récupérer. Il charme tout le royaume d'Hadès et on lui accorde la permission de ramener Eurydice à la lumière, à condition de ne pas se retourner vers elle au moment de leur ascension. Orphée ne respecte pas cette contrainte et la perd une deuxième fois. La fin du mythe est caractérisée par l'errance et la mort. Alors, Orphée se morfond dans sa peine, et tandis qu'il refuse de chanter et de danser pour le cortège de Dionysos, il est démembré par les Ménades qui ne comprennent pas son chant, sa douleur, qui illustre la perte définitive de son pouvoir. C'est très rapide pour faire le tour d'un mythe archi complexe, mais voici donc le mythe d'Orphée. Simon, quant à lui. Alors, le personnage créateur de Simon s'éloigne grandement de l'archétype du metteur en scène. Simon n'est pas au service de l'art, hein, c'est plutôt la mise en scène qui lui rend service, parce que pour lui, c'est un gagne-pain comme un autre pour lui permettre de payer ses dettes. À cette première caractéristique s'ajoute le fait que Simon est un amateur. Il est incompétent, il n'a aucune autorité sur ses collègues qui interrompent constamment le spectacle et mettent en doute son projet. Fréchette propose donc une figure du metteur en scène qui est profane. Elle réduit grandement l'aspect sacré de la profession en présentant une vision caricaturée et grossière d'un personnage créateur, faisant ainsi d'une profession noble une expérience commune, ridicule. La posture profane de Simon amène par conséquent une transformation triviale du mythe. Mais toutefois, il y a chez Simon une véritable humanité qui accompagne le comique, nous amenant à croire que le caractère profane des mythes dans le théâtre québécois contemporain vise aussi à les humaniser. Le parcours de Simon se rapproche aussi du mythe d'Orphée. Par exemple, au jeu de Simon, son théâtre a le véritable pouvoir de changer la vie de ses spectateurs, comme le chant d'Orphée avait un véritable pouvoir sacré. De plus, il perd lui aussi plus d'une fois l'être aimé, transgressant tout pour la retrouver. Par contre, le mythe dessiné par Fréchette se distingue des versions gréco-latines relativement à sa finalité, qui n'est plus marquée par l'échec. Alors, Orphée est assassiné, mais Simon, lui, n'est pas mort, même symboliquement. Au contraire, malgré l'insuccès de ses démarches pour sortir du chômage, il est plus optimiste que jamais à s'en sortir, notamment parce qu'il a trouvé un métier pour l'aider, c'est-à-dire la mise en scène. Alors, je terminerai ma présentation en évoquant deux hypothèses quant aux effets des personnages créateurs dans le théâtre québécois contemporain, en particulier quand ceux-ci ont un lien avec la mythologie, des mythes qui sont donc près de la thématique de la création. Tout ça me sert de conclusion parce qu'il s'agit ici plus de réflexion que de résultats de recherche, étant donné que ce n'est pas l'axe principal de mon mémoire. C'est au contraire une idée qui me trotte dans la tête et que j'aimerais aborder dans ma conclusion de mémoire. Alors, comme mentionné plus tôt, il semblerait que les œuvres de mon corpus proposent une certaine humanisation des figures mythologiques, notamment par la posture profane qu'adoptent les personnages créateurs. Cette caractéristique permet une plus grande identification du public aux personnages créateurs. Les mythes, qui portent des questionnements universels, bien sûr, qui parlent au public, mettent aussi en scène, dans ce cas-ci, des héros imparfaits dans lesquels le public se retrouve. Les tares représentées sont plus faciles à accepter grâce à leur aspect grotesque qui provoque aussi le rire. L'expérience est encore plus enrichissante pour le spectateur parce que Fréchette et Tremblay semblent vouloir échapper à l'identification aux mythes. Ils ne les évoquent pas explicitement, mais en reprennent quand même les thèmes importants. Ce paradigme, donc, amène le spectateur à un autre niveau de plaisir, demandant chez lui une posture active et réflexive pour atteindre une compréhension supérieure de l'œuvre. Et finalement, la présence des personnages créateurs au théâtre permet au spectateur une expérience plus riche parce que son implication dans le spectacle est grandissante. La métathéâtralité permet au public d'être conscient de sa participation dans un processus théâtral, ce qu'explique notamment mon directeur de recherche, Hervé Guay, que je vais citer. Hervé nous dit « Ce qui caractérise l'autoreprésentation comme mode d'adresse, c'est surtout qu'il joue ouvertement sur la conscience qu'a le public de la double énonciation pour théâtre. L'attention du spectateur est ainsi scindée en deux. D'une part, il suit les relations intrapersonnelles propres à la fiction. D'autre part, il discerne les clins d'œil qui lui sont adressés relativement à l'élaboration de celle-ci. »
Donc, cette implication du public est particulièrement importante dans l'œuvre de Fréchette, sachant que Simon multiplie les adresses aux spectateurs, les prenant en quelque sorte pour témoins de son projet artistique. Le spectateur devient complice du spectacle, notamment parce qu'il doit démêler le fictif du réel, en comprendre les rouages. Ainsi, les figures du créateur au théâtre permettent une réflexion sur la thématique de la création à laquelle le public peut prendre part, ce qui lui offre une place majeure dans la dynamique spectaculaire. Alors voilà ce que j'avais préparé pour vous aujourd'hui. Bien évidemment, 10 minutes, c'est très peu pour présenter l'étendue d'un projet de mémoire ou de thèse, là, mais mes collègues pourront en témoigner elles aussi. Mais voilà, merci. Un énorme merci, Camille. C'était super intéressant, là. Puis je vois qu'il y a beaucoup de petites mains levées, probablement. Ah, c'est des gens qui ont des mains. C'est des applaudissements. Mais du moins, j'ai vraiment une question. C'est par rapport justement au mythe abordé. Parce que là, on est vraiment dans de la mythologie de l'Antiquité grecque. Mais est-ce qu'on pourrait aussi l'aborder d'un point de vue plus judéo-chrétien? Parce qu'étant donné qu'on vient, c'est une œuvre québécoise, on peut quand même peut-être. Mais ça dépend au mythe auquel tu penses. Est-ce qu'il y a un mythe judéo-chrétien qui a un lien particulier avec la création? Je ne sais pas. Si je me suis concentrée sur les mythes gréco-romains, c'est parce que c'est le cas. Hein? C'est beaucoup des mythes qui soit sont très violents et abordent thématiques de la guerre, par exemple, ou à l'inverse, qui témoignent de la société grecque de l'époque qui est relativement axée sur les arts et notamment la création. Alors, si je me suis dirigée vers ces mythes-là, c'est un peu pour cette raison-là. Mais le travail que j'ai fait en quelque sorte, c'est donc, oui, j'ai lu les œuvres qui m'intéressaient, les œuvres qui composent mon corpus. Et ensuite, je me suis plongée dans un dictionnaire de mythes gréco-latins. Et donc, j'ai relevé des figures mythologiques qui ont des liens importants avec la création. Et presque magiquement, là, il y a des liens évidents à faire avec les œuvres de mon corpus. Donc, voilà, c'est pas impossible. Je peux pas répondre à ta question parce que je me suis pas spécialisée sur les mythes judéo-chrétiens. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a aussi une certaine filiation. Là. Parfois, les mythes gréco-latins ont évolué, ils sont devenus d'autres figures qui auront un autre nom, mais qui a des liens assez évidents à faire entre elles. Donc, voilà. Je vais passer la parole à Claude Sony. Allô. Pour ta présentation, c'est un domaine que je ne connais pas du tout, le théâtre. Puis je trouve ça intéressant parce que la figure du créateur mis en scène, qui se met en scène lui-même, c'est présent dans tous les pans médiatiques. Puis on peut même faire un point avec les réseaux sociaux. Mais c'est pas une question que j'ai, c'est plus une réflexion entre les deux. Je me demande tout le temps, dans le contexte dans lequel on est de manière contemporaine, dans quelle mesure la représentation, il y a comme une représentation de soi en quelque part dans ce personnage créateur-là, à quel point on est plus dans la représentation de soi en tant que créateur, donc une espèce de transposition de soi-même dans le personnage, ou dans l'implication du public. Je me demande à quel point ça peut être conscient du côté du créateur de l'œuvre, d'impliquer justement ou de montrer au public ces aspects de création-là. Tu sais, à quel point on est dans le réalisme, à quel point on cherche justement à impliquer ou juste à se représenter. Je me demande si tu avais un avis là-dessus. C'est pas de... Très, très certainement, là, cette volonté de se représenter dans une œuvre, c'est présent. C'est même l'hypothèse première là, que les experts sur la question ont relevé quant à savoir pourquoi il y a autant de figures du créateur dans le théâtre québécois contemporain, surtout depuis les années 80. Alors oui, c'est une espèce de... j'emprunte le terme de... Bref, une tentation auto-biocénique. Alors, cette volonté de toujours se mettre en scène. C'est le cas dans les 7 jours de Simon Labrosse. Hein. Simon Labrosse est un chômeur, il n'a pas d'emploi, une figure un petit peu pathétique. Carole Fréchette l'a dit elle-même, elle était dans la même position que Simon au moment où elle a rédigé cette pièce-là et qu'elle l'a mis en scène. Donc, très clairement, il y avait une volonté de s'inscrire dans sa propre pièce, de s'auto-représenter. Ceci dit, il y a d'autres hypothèses quant à la présence des figures du créateur, et ça, je l'aborde un peu dans mon mémoire, mais ça, c'en est une. Maintenant, est-ce que c'est conscient de la part des auteurs de vouloir impliquer le public? Je ne sais pas, mais j'aurais envie presque de dire oui, parce que ce choix-là de la métathéâtralité, il est conscient, là, cette volonté de mettre en scène la création, de montrer les rouages de la création. C'est évident que c'est un choix qui est conscient. Puis, je pense qu'on le sait que ça amène une relation différente avec le public. Maintenant, comme j'ai dit, je m'aventure un peu dans des questions envers lesquelles je n'ai pas de réponse. C'est pour le bien de ce Midi Recherche.
Mais ce serait peut-être intéressant justement de savoir à quel point là, c'est volontaire cette interaction avec le public. Mais je me dis que le public est un aspect fondamental du théâtre, presque autant que les comédiens. Donc, c'est évident là, qu'il y a peut-être une volonté consciente derrière ça. Merci. Merci. Un énorme merci. Donc, vu que la conférence tire à sa fin, je tiens vraiment à remercier tout le monde qui était là aujourd'hui. Donc, les participants et ceux qui ont écouté. Et également ceux qui vont écouter l'enregistrement sur YouTube. Donc, je tiens aussi à remercier tous les conférenciers qui étaient ici aujourd'hui. Donc, Camille Saint-Georges de QTR, Léla Mostefa-Kara de QTR également, et Claudie Saunier de l'INRS. Un énorme merci. Merci.